Bonjour et bienvenue à ce cours sur les modes de reproduction des animaux. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y avait les êtres vivants qui pouvaient se reproduire de façon sexuée et asexuée, et on a vu ensuite la reproduction chez les végétaux. Donc, aujourd'hui, il nous reste à voir la reproduction des animaux pour terminer le chapitre 3.3. Donc, dès le départ, dans le premier paragraphe, on nous dit que la majorité des animaux se reproduisent de façon sexuée. On n'est pas surpris, c'est la reproduction qu'on connaît. Mais qu'il y en a quand même quelques-uns qui peuvent utiliser le mode de reproduction asexué, vraiment pas beaucoup. Le seul exemple qu'on a dans le manuel, c'est l'exemple de l'hydre qu'on va reparler aujourd'hui, et certains qui peuvent même se reproduire de deux modes de reproduction. Mais la majorité du chapitre d'aujourd'hui, de la section d'aujourd'hui, va vraiment parler de la reproduction sexuée. C'est celle qui se fait de façon majoritaire chez les animaux. Donc, dès le départ, à la section 3.1, on vous parle du cycle de reproduction des animaux de façon sexuée. Je ne vais pas porter tant d'attention que ça sur cette section-là, à part de dire de faire attention. On vous dit que le cycle, ça serait premièrement, il y aurait l'accouplement. Deuxièmement, la fécondation. Troisièmement, le développement de l'embryon. Et quatrièmement, la croissance. Et là, suite à ça, les bébés qui ont grandi vont à leur tour s'accoupler et finalement avoir produire de la fécondation, développement de l'embryon, croissance, et ça recommence tout le temps. C'est pour ça qu'on parle d'un cycle. J'ai juste noté une petite chose, donc j'aimerais que tu la rajoutes toi aussi. C'est de dire de faire attention. Parce que c'est pas obligatoire d'avoir un accouplement. On en a parlé en classe, il y a de la fécondation qui s'appelle la fécondation externe et à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement d'accouplement entre deux individus. Donc, c'est pour ça que je te demande de faire une petite note ici. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas d'accouplement et que directement, on parle de fécondation, développement de l'embryon, croissance et à ce moment-là, il y aura un cycle entre ces trois-là. Donc, j'aimerais que tu prennes le temps, quitte à mettre la vidéo sur pause, de prendre la note qui est ici, c'est-à-dire faire attention, pas d'accouplement si c'est de la fécondation externe. Mon X, c'est pas évident ici. Et je te demande de te rappeler en même temps de la vidéo qu'on a vue sur la reproduction de l'oursin. Donc, ça va te servir d'exemple pour la fécondation externe. Ensuite, si on s'en va justement à cette première étape-là du cycle de la reproduction des êtres sexués, on parle de l'accouplement. Bon, ben, l'accouplement, si on veut dire ça en d'autres termes, je t'ai marqué ici qu'un accouplement, c'est deux êtres, un être mâle et un être femelle, qui vont avoir une relation sexuelle. Donc, on va aller souligner ici le mot accouplement, se faire une petite étoile à côté pour dire que c'est important pour l'examen. Et si on regarde la définition, on vous dit rapprochement entre un individu mâle et un individu femelle qui va mener à la reproduction sexuée. Donc, en fait, juste marquer là, ici le égal, là, si on voudrait un synonyme, on pourrait dire que c'est la relation sexuelle. Suite à ça, quand il y a accouplement, il est possible qu'il y ait de la fécondation. On a vu deux types de fécondation, on va reparler tantôt à la page suivante. Mais c'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est une étape de la reproduction où la cellule mâle et la cellule femelle vont s'unir ensemble. Donc, dans la première phase, on vous dit que la gamète mâle, que l'on va nommer spermatozoïde, et la gamète femelle que l'on va nommer ovule vont se fusionner, donc ils vont s'unir ensemble et que c'est cette union-là qui forme ce qu'on appelle la fécondation, donc la première cellule qui va s'appeler un zygote. Donc si on va un petit peu plus loin ici, donc on vous dit que chez les animaux, les gamètes se nomment spermatozoïdes pour le gamète mâle et ovule pour le gamète femelle. On vous dit que lorsque l'ovule plutôt le spermatozoïde va pénétrer l'ovule, à ce moment-là, on appelle ça la fécondation. Et que la première cellule qui est formée, à ce moment-là, se nomme un zygote. Donc, on va souligner le zygote aussi. Donc, on vous dit ensuite tout de suite qu'est-ce que c'est. Le zygote, c'est la première cellule du nouvel individu qui va être créé. Donc, c'est ce que je souligne dans cette partie-là. On vous parle ensuite de qu'est-ce qu'un embryon et qu'est-ce qu'un fœtus. Donc, le futur zygote, quand on va se développer, donc de quelle façon ça se développe, c'est que les cellules se multiplient. Donc, les cellules vont se diviser, se rediviser
jusqu'à temps que tu formes un embryon. Et l'embryon, quand il va vieillir, va devenir ce qu'on appelle le fœtus qui va être le petit bébé qui va être dans le ventre de sa maman. Donc, tout de suite à la page suivante, ensuite, donc on s'en va à la page 77. Oups, 77 comme ça ici. Donc, à la page 77, oups, je suis pas à la bonne page, 71. Je m'en vais à la page 77. Bon. Nous avons la fécondation interne et la fécondation externe. Très important de faire la différence entre les deux. On en a parlé en classe, donc ça devrait être ici de la révision. Donc, dans la fécondation interne, les êtres vivants vont se reproduire à l'intérieur. Donc, la fécondation se fait souvent à l'intérieur de la femelle. Donc, à l'intérieur du corps de la femelle. Donc, c'est à ce moment-là que la cellule mâle, la cellule femelle se rencontrent. Bien, ils se rencontrent où? Dans le corps de la femelle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'accouplement. Donc, ça nécessite que les deux individus doivent se rencontrer, doivent se trouver, doivent s'accoupler. Et là, il va y avoir fécondation à l'intérieur de la femelle. On vous donne des exemples d'animaux qui se reproduisent de cette façon-là. Les mammifères, les reptiles, les oiseaux, etc. Fécondation externe, un petit peu plus bizarre pour nous comme mode de reproduction, c'est quand on a vu justement la vidéo sur l'oursin. Donc, on a vu que ça se ce mode de reproduction-là avait lieu à l'extérieur du corps de la femelle. Donc, se produit à l'extérieur du corps, très répandu chez les poissons. Naturellement, ça se passe surtout dans l'eau. Donc, on vous dit chez les poissons, les insectes, les amphibiens, mais ces trois espèces-là, autant poissons, insectes, amphibiens, se reproduisent dans l'eau. Donc, c'est pour ça, donc, la femelle qui va libérer ses ovules dans l'eau et le mâle qui va libérer ses spermatozoïdes dans l'eau doit en libérer une très grande quantité. Et à ce moment-là, on espère par hasard que les ovules de la femelle et les spermatozoïdes du mâle se rencontrent dans l'eau et qui vont fusionner pour faire la fécondation. Donc, c'est pour ça que les individus doivent émettre beaucoup d'ovules ou beaucoup de spermatozoïdes parce que on fait confiance au hasard à ce moment-là pour qu'ils se rencontrent. Donc, les espèces qu'on vous nomme, poissons, insectes, amphibiens. Donc, on vous dit que la femelle va déposer des œufs qui sont non fécondés, donc on appelle ça des ovules, à un certain endroit, et le mâle ensuite va asperger sa semence, qui sont les spermatozoïdes, dans le but de féconder les ovules. J'ai souligné ici que dans ce cas-là, il n'y avait pas d'accouplement. Donc, on peut voir ça, là, c'est très visuel pour nous, là. C'est quoi un accouplement? C'est quoi quand il n'y a pas d'accouplement? On l'a vu en classe avec l'oursin. Donc, fécondation interne, il y a un accouplement. Fécondation externe, il n'y a pas d'accouplement. Comme je vous disais tantôt, pour augmenter les chances de succès, bien souvent la femelle va pondre une très grande quantité d'ovules. On parle ici des centaines ou même souvent même des milliers. Et le mâle, lui, va libérer une grande quantité de spermatozoïdes afin qu'il y ait plus de chances de féconder ces fameux ovules-là. On s'entend que quand ça se passe dans le corps de la femelle, il y a beaucoup plus de chances que le spermatozoïde rencontre l'ovule parce que l'espace est beaucoup plus restreint que dans l'océan, par exemple. 3 modes ensuite de développement de l'embryon. Donc, on s'entend qu'il y a eu peut-être accouplement dépendant des animaux. Il y a eu fécondation. C'est quoi l'étape suivante? Quand le spermatozoïde a fusionné avec l'ovule, ben, l'embryon va commencer à se développer. Dans le monde animal, il y a 3 façons différentes pour l'embryon de se développer. On voit ici vivipare, ovipare, et ovovivipare, c'est ces 3 modes de reproduction-là. Donc, on vous dit que les animaux sont classés selon la façon que les embryons vont se développer et c'est ces 3 catégories-là qu'on a ici. Je te demanderai d'ajouter les petits mots clés que j'ai mis en haut. Donc, vivipare, j'ai souligné le V et j'ai dit que c'était égal au ventre. Donc, l'animal va grandir dans le ventre de sa mère. Ça commence par V, vivipare, et ventre, ça commence par V. Dans le deuxième cas, les ovipares, c'est des animaux qui vont grandir dans un œuf. Donc, j'ai souligné le O et je te souligne le O de ovipare et aussi le O de œuf. Tous les deux commencent par O, donc les ovipares vont grandir dans un œuf. Et le dernier mot, ovovivipare. Donc, c'est comme un mélange de ovipare et de vivipare. Donc, ovovivipare,
Ça commence avec un O comme dans œuf, mais ensuite, il y a le mot vivipare, comme dans le ventre qu'on avait tantôt. Alors, c'est effectivement un œuf, mais cet œuf-là va grandir dans le ventre de la mère et l'œuf va éclore aussi dans le ventre de la mère. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça ovovivipare. C'est comme un mélange entre un œuf et le ventre de la mère. Donc, l'œuf dans le ventre. Donc, si on s'en va voir en détail chacune de ces catégories-là. Donc, dans le premier, on vous dit que chez les animaux vivipares, l'embryon se développe entièrement à l'intérieur de la femelle. Donc, c'est le cas des humains, par exemple. C'est le cas, dans le fond, des mammifères. Donc, la femelle va fournir à cet animal-là toutes les substances nutritives dont il a besoin. Comment? Par le cordon ombilical. Donc, le petit est relié à la mère et la mère va lui fournir tout ce qu'il a besoin, donc tous les nutriments qu'il a besoin, toutes les substances qu'il a besoin par le fameux cordon ombilical. On vous dit qu'il y a à ce moment-là plusieurs échanges entre la mère et le petit. Donc, quand le petit a un besoin, la mère le nourrit. Donc, il y a des échanges entre les deux, c'est ce qu'on veut dire. Donc, tout au long de la période de gestation, chez les humains, cette période-là dure environ 9 mois. On termine en vous disant que, bon, les mammifères, ça l'inclut entre autres les mammifères marins comme les dauphins, les baleines et on pourrait dire aussi les phoques, par exemple. Donc, ça inclut les mammifères marins, les marsupiaux. Un marsupio, on vous donne en parenthèse l'exemple ici d'un kangourou. Donc, les marsupiaux sont des mammifères avec une poche ventrale, mais ça reste que c'est quand même des mammifères. Donc, ils vont se développer de cette façon-là. Le petit va grandir dans le ventre de sa mère, dans une poche, et il va être nourri par le cordon ombilical. Et on a un petit exemple ici d'un petit cochon. Dans le deuxième, dans les ovipares, donc dans les ovipares, l'embryon se développe entièrement dans un œuf et l'œuf est à l'extérieur de la mère. La mère ou le père, dépendant du cas, va alors couver l'œuf à ce moment-là pour lui apporter la chaleur nécessaire. Donc, on vous dit que c'est dans un œuf qui est situé à l'extérieur de la femelle. Donc, ça veut dire que dans l'œuf, il doit y avoir toutes les substances nutritives au développement. Donc, le petit, par exemple, le petit poussin va se nourrir de la substance qui est déjà dans l'œuf. Tout ce qu'il a besoin est dans l'œuf parce que la mère, il n'y a plus de contact avec la mère à ce moment-là. La mère peut couver l'œuf, mais dans certains cas, c'est le père qui couvre l'œuf, puis dans d'autres cas, il n'y a personne qui couvre l'œuf. Donc, l'œuf est laissé là tout seul. Donc, le petit est autonome. Il a toutes les substances qu'il a besoin pour grandir et pour venir à naître dans son œuf. Donc, il n'y a aucun échange avec la mère à ce moment-là et son petit. Et par exemple, les oiseaux et certains reptiles, tortues, crocodiles, etc., sont des ovipares. Dernière catégorie, les ovovivipares. Donc, c'est un œuf dans le ventre de la mère. Donc, c'est un peu un mélange des deux catégories qu'on avait précédemment. Donc, ça veut dire que dans l'œuf, encore là, le petit a tout ce qu'il a besoin parce qu'il n'y a pas d'échange pendant la grossesse entre la maman et le petit. Donc, toutes les substances nécessaires sont dans l'œuf, mais l'œuf va grandir à l'intérieur de la femelle et même qu'il va éclore à l'intérieur de la femelle. Des exemples des animaux qui ont ces caractéristiques-là, la majorité des requins et certains reptiles. Pour les reptiles, on vous nomme entre autres les boas, comme le boa constrictor et les crotales. Ça termine, dans le fond, la partie qu'on avait aujourd'hui. Juste si je m'en vais rapidement, là, il me reste quelques secondes. À la page suivante, on vous parlait de la croissance, mais la croissance, je pense que c'est clair pour tout le monde, qu'est-ce que c'est exactement. Puis, à la dernière catégorie, reproduction asexuée, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas en rajouter. Je veux juste que tu ajoutes que c'est très, très rare chez les animaux. Donc, c'est pour ça que ça prend seulement une petite section, puis je ne prendrai pas du temps ici. On en a parlé dans le chapitre 3.1, donc c'est pour ça que je n'en reparle pas. Donc, on se revoit en classe et à bientôt!